L'amour, c'est ce qu'on met sur le désir, c'est ce qu'on met sur l'instinct sexuel pour donner une forme spirituelle et noble à ce qui est en réalité notre animalité. L'altruisme est toujours une manière de sauvegarder ce qui nous rend heureux, nous. Une IA, elle ne pense pas, mais ce qu'elle exprime, si c'est indiscernable d'une pensée qui s'exprimerait chez un être humain, c'est la seule chose qui compte en réalité. J'en viens à me demander si le stade ultime du développement humain n'est pas l'autodestruction. Est-ce que le sens peut encore exister demain ? Salut à tous et bienvenue dans Les Découvreurs. Aujourd'hui, on parle de philosophie, mais je vous arrête tout de suite, restez là parce que ça va pas être la philosophie chiante qui vous a peut-être, vous aussi, traumatisé en terminale avec un prof vieux, chiant, qui nous fait apprendre par cœur des auteurs et des définitions. Non, aujourd'hui, on va parler de philosophie de façon ludique, de façon intéressante et des grands problèmes de société finalement qui nous intéressent tous, que sont la morale, le libre arbitre, mais également, et c'est rare en philosophie, on parlera d'IA, de technologie et du futur de l'humanité. Vous allez voir, c'est un épisode où on se régale. Et je vous rappelle, juste avant de commencer, qu'on est sur Les Découvreurs. C'est tous les dimanches à 18h sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Pour nous trouver, il suffit de taper Les Découvreurs. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. On les lit tous avec attention. On cherche à répondre au maximum d'entre vous. Et également, ça nous donne des idées pour nos prochains invités. Et également pour des épisodes 2, éventuellement, avec les invités qui vous plaisent. Donc, merci de continuer à nous soutenir, commenter et nous donner votre avis. C'est parti aujourd'hui pour Les Découvreurs avec Charles Robin. Charles Robin, bonjour. Bienvenue dans Les Découvreurs. Bonjour et merci à toi. Je suis très content de t'avoir, le précepteur sur YouTube. Plus d'1 million d'abonnés pour de la philo. Nos vies sont guidées par des algorithmes. J'ai fait un peu de philosophie pour toi. Nos vies sont guidées par des algorithmes. Nos débats s'enflamment sur le genre et le wokisme. Et nos angoisses se noient dans Netflix ou Tinder. Mais la philosophie, elle, n'a jamais été aussi urgente. C'est pas moi, c'est ChatGPT. On va parler de l'IA juste après. Pourquoi ? Quel est ton parcours déjà pour parler de philosophie sur YouTube ? J'ai été super interloqué quand j'ai découvert ta chaîne parce qu'elle est super quali. Comme d'habitude, je la mets dans les notes pour que les gens aillent la voir. T'as pas du tout le profil du philosophe. Moi, je pense à mes cours de philosophie en terminale avec un vieux chiant, alors que t'es plutôt jeune et beau gosse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est l'un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire, de me dire que je n'ai pas l'air d'un prof de philo. Et je vais expliquer pourquoi je le prends comme un compliment et ce que ça veut dire, parce qu'il y a une signification derrière. Souvent, quand on pense philosophie, on pense à un vieux professeur austère, les cheveux grisonnants, parfois un peu fou, mais en tout cas, quelqu'un qui semble déconnecté de la réalité, de la normalité, si j'ose dire. Et moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me considère comme un gars normal, mais simplement un gars normal qui se pose des questions, qui s'est toujours posé des questions, et qui un jour, sans vraiment y être prédéterminé, s'est dit qu'il allait faire de la philosophie son métier. Alors mon parcours, pour aller très vite, donc moi je suis né à Béziers, j'ai fait ma scolarité là-bas, et j'ai fait des études de philosophie à Montpellier jusqu'au niveau master. Okay. Ensuite, j'ai été professeur particulier en philosophie, en français et aussi en mathématiques. Mais la petite particularité, c'est que pendant mes études et pendant mes premières années de professorat, j'avais un emploi de manutentionnaire à Auchan, à Béziers. Okay. Donc j'étais un travailleur manuel. Et je dis souvent que je m'entendais mieux avec mes collègues de travail à Auchan qu'avec mes collègues étudiants à la fac, que je trouvais pour beaucoup très prétentieux, très arrogants. Et tu sais, des étudiants venant souvent d'un milieu bourgeois, mais qui n'avaient que les mots révolution à la bouche. Et je me sentais en total décalage avec eux. J'avais l'impression que eux, pour le coup, vivaient sur une autre planète et ne venaient pas du monde normal. Le monde normal, c'est le monde de 90% des gens qui se lèvent le matin, qui bossent parce qu'il faut bosser, qui ont des enfants, qui ont des galères, mais qui parfois aiment aussi se poser des questions, qui aiment réfléchir, mais qui n'ont pas forcément les outils, le bagage, ou ni l'envie, je dirais, d'aller écouter des philosophes ou des conférenciers qui parlent avec un langage extrêmement abscon, extrêmement technique, et donc ça décourage. Et moi j'ai une phrase, c'est de dire, la plupart des gens s'intéressent à la philosophie, mais ils ont l'impression que la philosophie ne s'intéresse pas à eux. Et un amour à sens unique, généralement, ça dure pas longtemps, et ça crée du ressentiment, et ça crée même de la répulsion. Donc ma mission sur YouTube et sur mon podcast, c'est d'essayer de réconcilier les gens avec la philosophie, avec la pensée au sens large, parce que finalement on fait de la philosophie à chaque fois qu'on se pose des questions qui vont au-delà de notre cas personnel. Mais ça part toujours de nos expériences personnelles, ça part toujours de cas concrets qu'on vit.
Et moi, j'essaye de faire le pont, de faire la passerelle entre le quotidien des gens et ce qu'on appelle les grands philosophes, avec tout le côté arbitraire que ça peut avoir, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer Platon, d'expliquer Spinoza, Schopenhauer, mais dans un langage concret, accessible, qui parle aux gens normaux. C'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube depuis quelques années, c'est ce que je fais maintenant à travers mon livre, La philosophie, c'est pour vous aussi. Je pense que je peux parler pour beaucoup de gens. Je vais parler pour moi, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Quand on fait de la philo, le seul fois où on fait de la philo, c'est en première, en terminale. Et en effet, on a l'impression que c'est, comme tu le dis très bien, un truc à sens unique, qu'il faut à tout prix apprendre ces grands philosophes. Et on ne comprend pas pourquoi, on comprend plus tard quand on est plus vieux, ces grands philosophes ont dit des trucs quand même super balèzes. Et en fait, ils ont peut-être une forme de vérité, ou en tout cas, ils sont descendus dans le niveau des questions jusqu'à un peu les questions ultimes autour de la vie. Et ça, on le comprend pas quand on est gamin. Tout à fait. On a l'impression qu'on est en train d'apprendre des citations pour le plaisir et on comprend même pas pourquoi. On se fait chier de faire des dissertations. C'est quoi pour toi, peut-être les enseignements les plus puissants de la philosophie, si tu peut-être tes auteurs préférés, et après tu verras, j'aurai pas mal de questions concrètes. Très bien. Alors juste avant de te parler de mes auteurs favoris, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est très important que nos auditeurs en aient conscience. À savoir que quand on est en terminale, parce que c'est en terminale qu'on commence vraiment la philosophie, hein, donc c'est une année, et c'est une matière qui tombe un peu du ciel, c'est-à-dire que pendant 13 ans de scolarité, on nous a demandé d'apprendre des leçons, d'apprendre des formules, de réciter. Et puis là, tout à coup, on nous dit, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, que là, on va devoir réfléchir par soi-même. Et dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Non. Dans les faits, la philosophie au lycée, c'est apprendre des auteurs, apprendre des courants, apprendre des thèmes, des définitions. Et je comprends, moi, la frustration des élèves qui pensaient au départ qu'on allait leur demander de réfléchir et qui se mettent une fois de plus à devoir réciter. Alors, je dis pas que la philosophie au lycée, ce n'est que de la récitation, mais c'est vrai que c'est quand même très difficile d'avoir une note correcte sans qu'il y ait au moins une référence à un philosophe qui aurait dit ceci ou qui aurait dit cela. Hein, même si une citation n'a pas valeur d'argument en soi, mais c'est très difficile d'arriver avec sa simple réflexion personnelle. Alors moi, les auteurs et les courants qui m'ont vraiment marqué et influencé, en premier lieu, il y a le stoïcisme. Et le stoïcisme, pour le coup, c'est pas un hasard si c'est autant à la mode et si c'est autant apprécié, c'est parce que c'est une philosophie très concrète, très pratique et, je dirais, très adaptée au contexte actuel. C'est-à-dire un contexte où finalement tout nous pousse à l'agitation émotionnelle, tout nous pousse à l'anxiété, au stress, à la nervosité. Et les stoïciens sont des philosophes qui préconisent un retour à la paix intérieure et un détachement à l'égard de tout ce qui ne dépend pas de nous. Et si on fait le calcul, si on s'amuse à prendre une feuille de papier, à faire la liste de tout ce qui nous énerve et à ranger ça dans deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, on va s'apercevoir que la liste de ce qui ne dépend pas de nous, elle est quand même très conséquente. Et que donc on s'énerve, on s'agace, on s'irrite pour des choses qui bien souvent ne dépendent pas de nous. Ce qui fait que s'énerver de ces choses-là ne fait qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. S'énerver de ces choses-là ne fait que troubler notre paix intérieure pour un bénéfice nul, pour un résultat inexistant. Et donc les stoïciens nous apprennent à avoir conscience de cette dichotomie fondamentale entre ce qui dépend de nous, autrement dit, ce que l'on peut modifier, ce sur quoi on peut agir, et ce sur quoi on ne peut pas agir, et tout simplement, évidemment, c'est facile sur le papier, accepter ce qui ne dépend pas de nous. Accepter ce sur quoi on n'a pas de prise. Ça ne veut pas dire devenir insensible ou inhumain, mais ça veut dire faire fonctionner cette faculté proprement humaine, justement, qui est la raison, qui est la logique. Et que nous dit la logique ? Elle nous dit que ce qui ne peut être changé, ne peut être changé. Tu vois ? Donc moi, c'est le premier courant philosophique qui m'a parlé parce que je l'ai trouvé d'une logique implacable et parce que je trouvais qu'il s'adaptait particulièrement à beaucoup de situations de la vie concrète. Ensuite, il y a un autre philosophe qui m'a beaucoup marqué, c'est Spinoza. Alors Spinoza, il m'a vraiment mis une claque parce qu'il est le premier philosophe à m'avoir fait prendre conscience que la liberté était une illusion. Ce que nous dit Spinoza, c'est que on se croit libre quand on fait quelque chose dont on ignore les causes qui nous ont conduits à le faire. Tu vois, moi par exemple, qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui avec toi ? C'est parce que tu m'as invité dans ton émission. Qu'est-ce qui fait que tu m'as invité dans ton émission ? C'est que peut-être tu as pris connaissance de mon travail et tu t'es dit, tiens, ce serait intéressant de le recevoir en entretien. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as découvert mon travail ? Etc., etc.
Et donc, ce que nous dit Spinoza, c'est que la vie, c'est comme un jeu de dominos. Tout ce qui arrive est le produit d'un enchaînement de causes et d'effets qui ont précédé cet événement. Et on peut remonter ainsi la chaîne de causalité à l'infini, en réalité pas à l'infini, mais jusqu'à ce qu'il appelle la cause première. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, mais finalement, tout est déterminé. Il n'y a pas de liberté. Je suis un petit peu plus critique aujourd'hui que je ne l'étais il y a 15 ans quand j'ai découvert Spinoza, du déterminisme, ou en tout cas des déterministes. Tu sais, c'est comme tout. Il y a une pensée, et puis il y a les supporters de cette pensée, hein, comme il y a les équipes de foot et les supporters. Et c'est pas la même chose. Et souvent, les ultra-déterministes, comme je les appelle, tu sais, t'as l'impression que c'est des gens qui ont vu la matrice, qui ont tout compris. Ils ont compris que tout était déterminé et que donc la liberté, c'était une illusion, ça ne voulait rien dire. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça revient à dire que finalement, quelqu'un qui est sous emprise et quelqu'un qui ne l'est pas, bah, c'est la même chose, puisque l'un comme l'autre sont déterminés. Ça revient à dire que l'esclave et l'homme libre sont tout autant déterminés. Donc finalement, ça revient à niveler toutes les différences et à effacer toute nuance. Pour moi, la liberté, ça existe, ça a du sens. C'est la capacité d'agir en conscience. Et souvent, quand je vois des gens qui agissent sans savoir pourquoi, des gens qui se font manipuler, des gens qui sont conditionnés, tu sais, par un environnement familial, un environnement social, eh bien, je me dis que ces gens-là sont beaucoup moins libres que d'autres qui ont conscience de ces schémas, qui ont conscience de ces déterminismes et qui, dans une certaine mesure, arrivent à s'en extraire. Donc, je dirais que stoïcisme et Spinoza sont vraiment les deux courants de pensée qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Et c'est peut-être pas un hasard si ce sont deux courants de pensée auxquels j'ai consacré pas mal d'épisodes sur ma chaîne. C'est ça qui est fou avec la philo. Quand tu commences à te poser un peu et à ouvrir ton cerveau à dire vas-y, on part du principe que c'est pas chiant et on écoute. Parce qu'en fait, on a ce réflexe, hein, encore une fois, qui remonte au lycée. Ouais. En fait, on parle vraiment des causes premières des choses, avec des questions super importantes comme ok, l'origine de l'univers, Dieu, etc. Parce que bottom line, c'est de ça dont on parle, tu vois. On détricote la pelote de laine, on remonte en arrière. Alors, il n'y a pas que la question de Dieu dans la philosophie, il y a toutes les questions. Est-ce que, en effet, la liberté existe? Est-ce que le bien et le mal existent? Ça, c'est encore un truc de fou. Là, on arrive dans une ère que les sociologues appellent l'ère de la post-vérité, qui est très à la mode en ce moment. Qu'est-ce que la vérité, etc. etc. C'est quoi ta vision, là, en tant que, ok, personne qui connaît la philo, qui connaît les grands auteurs, qui a réfléchi à ça pendant des années et des années? C'est quoi la photo actuellement que tu as de la société actuelle, avec l'IA, avec la post-vérité, avec les deepfakes, etc. Il se trouve que le terme de post-vérité, je l'ai longtemps mal jugé, c'est-à-dire je trouvais que c'était un concept qui n'en était pas un, que ça ne voulait pas dire grand-chose. Tantôt on l'employait pour parler du règne de la fake news, tantôt on l'employait pour parler du déni de la réalité de certaines personnes qui réinventent un petit peu le réel à leur sauce. Mais je dirais que finalement, ce concept a une pertinence dans la mesure où aujourd'hui on est à une époque où on a pris conscience que tout ce qui se présentait comme un savoir pouvait être remis en cause. Tu sais, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, il y avait un philosophe français qui était considéré comme le dernier grand philosophe français, qui s'appelait Jacques Derrida. Et d'ailleurs, Jacques Derrida était beaucoup plus lu aux États-Unis qu'en France. Et il est le père du concept de déconstruction. Et la déconstruction, alors, lui, il l'a théorisé, et puis ensuite, c'est devenu ce que c'est devenu. Hein, comme la plupart du temps, quand un auteur forge un concept, le concept a sa propre vie ensuite. Mais la déconstruction, c'est devenu l'entreprise intellectuelle qui consiste à remettre en cause les fondements de ce qu'on sait, plus exactement de ce qu'on croit savoir. Mais sauf que cette logique de déconstruction, elle est sans fin et elle s'applique à tous les domaines en réalité. C'est-à-dire qu'on peut faire de la déconstruction pour ce qui concerne l'histoire, pour ce qui concerne la science. La science, on sait très bien qu'elle ne progresse que par la réfutation de ce qu'elle croyait savoir. Ça ne veut pas dire que la science, ce n'est que de la croyance. Mais ça veut dire que ce que nous dit la science est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais ce jusqu'à preuve du contraire signifie que rien n'est établi, que rien n'est figé, que rien n'est immuable. Et pour moi, cette idée de post-vérité, elle est un petit peu à l'image de ça. L'idée que parce que rien n'est immuable, bah, ça veut dire qu'on peut tout remettre en question. On peut tout remettre en cause, y compris
ce qui nous apparaît comme des évidences, y compris ce qui est là sous nos yeux. C'est-à-dire, moi, je vais te dire, par exemple, cet objet-là n'est pas un micro. Parce que je vais pouvoir développer tout un raisonnement, toute une théorie pour expliquer qu'en fait, le mot micro n'est pas suffisant pour renfermer l'essence de cet objet, etc., etc. Donc c'est ce processus de remise en cause permanente de ce qu'on croit être vrai, et je pense qu'on est beaucoup là-dedans. Et si on est beaucoup là-dedans, c'est positif parce que ça nous pousse à réviser nos croyances, mais c'est négatif parce que ça crée une forme de nihilisme où finalement plus rien n'est vrai. Et vivre dans un monde où plus rien n'est vrai, voire où plus rien n'est réel, en termes de santé mentale, c'est quand même compliqué à gérer. Il y a un truc qui est intéressant dans ton bouquin, c'est que justement pour faire comprendre des concepts assez anciens à des gens assez nouveaux, tu fais des analogies. Il y en a qui me plaisent beaucoup, par exemple Tinder, avec Schopenhauer. C'est-à-dire que Schopenhauer nous parle que l'amour est une illusion, etc. Et tu rattaches ça notamment au love coaching, à Tinder. Tu peux nous développer cette idée ? Alors, Schopenhauer, le premier exemple concret que j'essaye d'utiliser pour l'illustrer, c'est, tu sais, ce documentaire Netflix qui a été beaucoup vu, qui s'appelle « L'homme aux 1000 enfants ». Oui. En fait, « L'homme aux 1000 enfants », ça raconte l'histoire d'un jeune néerlandais qui s'appelle Jonathan Meyer. Et en fait, ce Jonathan Meyer, il donnait son sperme à des banques de sperme, mais sauf qu'il l'a fait pendant des années, des centaines et des milliers de fois, de manière complètement compulsive. Okay. Mais sauf que, normalement, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que si un don est anonyme, et que ensuite ça donne lieu à des inséminations, comment peut-on savoir que le sperme ne va pas être donné à quelqu'un qui est de la même famille ? En fait, tu vois, il y a un nombre de dons de sperme qui est limité pour que statistiquement, il n'y ait pas un risque de consanguinité, quoi, tout simplement. Eh bien, lui, il semblerait qu'il ait eu plus de 1000 enfants, ou en tout cas qu'il ait engendré plus de 1000 enfants, parce qu'évidemment, il n'élève pas ses enfants. Lui, il se présente comme un bienfaiteur qui vient en aide aux femmes et même aux couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, il est très fier. Il a même créé une chaîne YouTube où il explique que voilà, pour lui, c'est très important. C'est un peu... c'est sa mission sur Terre, de rendre des femmes heureuses en leur permettant d'avoir des enfants. Et alors, moi, quand j'ai vu ce documentaire, évidemment, j'ai été choqué parce que je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce que je ressentirais si j'apprenais que j'avais 1000 enfants disséminés à la surface de la planète ? Il y a quand même un côté un peu angoissant et c'est de la colonisation génétique à ce niveau-là, quoi, tu vois. Et bien, figure-toi que c'est l'expression qui m'est venue à l'esprit, colonisation génétique, et tout de suite, j'ai pensé à Schopenhauer. Parce que Schopenhauer, il nous explique dans un des chapitres de son livre sur la métaphysique de l'amour sexuel que l'homme est un animal et que le propre et le but de tout animal et même de tout être vivant, en réalité, c'est de se reproduire, c'est de se perpétuer. Encore et encore et encore. C'est pour ça que Schopenhauer a une vision très désabusée de l'existence, parce que pour lui, l'existence n'a pas de sens. L'existence est irrationnelle par essence. Pourquoi exister ? Pourquoi ne pas exister ? Pourquoi le fait d'exister serait plus pertinent ou plus nécessaire que le fait de ne pas exister ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc il en arrive à l'idée que l'existence est absurde, et non seulement elle est absurde, mais en plus elle est porteuse de souffrance, parce que le monde est fait de malheur, le monde est fait de souffrance, il est fait d'ennui, il est fait de désirs frustrés, donc à quoi bon vivre finalement ? Et donc, Schopenhauer nous décrit, nous, les êtres vivants, comme étant les victimes de ce qu'il appelle la volonté, avec un V majuscule, c'est-à-dire de la nature, en fait, qui a placé en nous le désir sexuel pour nous donner envie de nous reproduire, mais sans qu'on comprenne que c'est la survie de l'espèce qui l'exige. C'est-à-dire l'instinct sexuel, c'est notre animalité, mais c'est une animalité que l'homme, parce qu'il est orgueilleux, ne veut pas regarder en face, et donc on a inventé l'amour. Et l'amour, c'est ce qu'on met sur le désir, c'est ce qu'on met sur l'instinct sexuel pour donner une forme spirituelle et noble à ce qui est en réalité notre animalité. Mais pour Schopenhauer, il ne faut pas être dupe. Tout ce qu'on cherche à travers les histoires d'amour, tout ce qu'on cherche à travers les romances, tout ce qu'on cherche à travers le succès, l'argent, la guerre, c'est se reproduire. Ce ne sont que des stratégies de reproduction, c'est-à-dire de perpétuation de l'espèce. Et qu'est-ce que c'est finalement avoir des enfants ? Eh bien, c'est se perpétuer soi-même dans le temps, c'est-à-dire c'est donner naissance à un être
qui a 50% de notre patrimoine génétique. Ça veut dire que quand on va mourir, une partie de nous, une partie de notre être biologique va survivre. En tout cas, en théorie, puisque l'enfant est censé vivre plus longtemps, enfin vivre plus tard que son parent. Hein. Comme je dis souvent, perdre un parent, c'est naturel, perdre un enfant, c'est pas naturel. Donc on repousse d'une génération la problématique de la mort. Et quelque part, on compense un peu notre angoisse de la mort en se disant que finalement, quelque chose de nous subsiste. Et ce qui subsiste, c'est notre progéniture. Et le fait que ce soit aussi important pour nous d'avoir des enfants, le fait que l'enfant soit l'être pour lequel on a le plus d'amour, eh bien pour Schopenhauer, ce n'est rien d'autre que la preuve que notre but, c'est de se perpétuer autant que possible à travers le temps. Et ça, c'est quand même relativement terrible quand on y réfléchit 2 secondes. Bah oui, parce que ça dépend comment on le prend. Parce que on peut en être conscient et se dire, bah, finalement, je ne fais que me masquer, je ne fais que fermer les yeux sur cette absurdité fondamentale que représente l'existence. Parce que si je suis conscient que la vie n'a pas de sens, que la vie n'a pas de but, je peux potentiellement transmettre ce sentiment d'absurdité à mon enfant. Donc c'est pas forcément le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on ait un enfant pour des raisons rationnelles. Je ne pense pas qu'on ait des enfants, par exemple, parce que le monde va bien. Tu vois, si nos ancêtres avaient raisonné comme ça, il y a longtemps que l'espèce humaine se serait éteinte, parce qu'on a fait des enfants de tout temps, y compris pendant les guerres, y compris pendant les famines, y compris pendant les épidémies. Et j'allais dire, heureusement d'ailleurs, heureusement pour nous qui sommes là. Donc c'est pas un bon argument de dire oui, mais aujourd'hui le monde va mal, c'est irresponsable d'avoir des enfants dans un monde comme celui qui est le nôtre, mais je rejoins Schopenhauer pour dire que avoir des enfants, c'est pas une question de raison. Avoir des enfants, c'est une question d'instinct. Nous ne faisons pas des enfants parce que le monde va bien, nous faisons des enfants parce que nous sommes vivants. Et d'ailleurs, le raisonnement qui consiste à dire faire des enfants dans un monde qui va mal, c'est irresponsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vivent dans des situations précaires ne devraient pas avoir d'enfants, qu'elles n'auraient pas le droit d'avoir des enfants, parce que ce sont des enfants qui vont grandir dans la précarité, qui vont grandir dans la pauvreté. Moi, j'ai grandi dans la pauvreté. Très honnêtement, je ne dis pas que je souhaite ça à tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça m'a aussi donné des armes. Ça m'a permis aussi de grandir plus vite sur certains aspects. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait que je me suis autant intéressé à la philosophie, parce que peut-être que je voyais tous les jours en me levant une situation d'injustice sociale. J'avais une sorte de sentiment d'injustice que j'ai peut-être cherché à combler par la philosophie. Et donc, ce traumatisme social initial m'a permis de me construire. Et si on devait avoir un monde totalement aseptisé avant d'envisager de faire des enfants, je pense que finalement, ce serait bien triste. J'interromps quelques secondes votre épisode pour vous parler de ce petit appareil, le Plod Notepin, qui est notre sponsor du jour. Et vous allez voir que c'est pratique si, comme moi, parfois vous avez la flemme de prendre des notes ou vous êtes en réunion, vous ne vous rappelez pas de tous les détails, que ce soit à vos collaborateurs, avec votre patron. Ce petit appareil va vous sauver la vie. C'est le Plod Notepin. Vous le prenez, vous pouvez le clipser. Ici, il y a un petit aimant à votre t-shirt. Vous avez aussi une petite broche qui est fournie avec. Et ça va tout simplement écouter vos réunions, écoutez vos sessions de travail, et sur une application qui est jointe avec cet appareil, qui est complètement sécurisée, vous avez le transcript de tout ce qui s'est dit. Vous pouvez demander à l'IA ce qui s'est passé. Vous pouvez poser des questions finalement sur vos différentes réunions que vous avez eues hier, il y a une semaine, il y a un mois. Bref, ceci vient assister votre cerveau dans toutes les situations du quotidien, et notamment les situations du travail. C'est très pratique. Vous avez tous les liens avec les informations ainsi qu'une offre spéciale pour vous procurer ce bijou de technologie dans la description, et on est reparti pour notre épisode. Alors, tu parles d'enfants. Souvent, ce que disent les gens quand on partage qu'on veuille ou pas d'enfants, c'est qu'on est finalement égoïste. Si on ne veut pas d'enfants, par exemple, ou au contraire altruiste quand on en veut. Et on a Rand qui nous explique des choses là-dessus, et qui nous explique que l'égoïsme est une vertu, qu'il n'existe pas d'amour désintéressé. Ouais. Est-ce que l'égoïsme est une vertu? Est-ce que l'égoïsme permet d'aller chercher quelque chose de plus grand et de plus intéressant? C'est parfait ta transition, parce que ça permet justement de faire le lien avec Schopenhauer. Parce que Schopenhauer finalement nous dit que se reproduire c'est très égoïste, parce que c'est perpétuer ses propres gènes à travers quelqu'un d'autre, notre enfant. Mais en même temps, quand on devient parent, on devient presque essentiellement altruiste, au sens où notre enfant passe avant tout et passe avant nous. Donc c'est une sorte d'égoïsme qui se déplace dans notre enfant
et qui crée l'altruisme. Donc je trouve ça curieux comme paradoxe. Ayn Rand va encore plus loin. Elle explique que tout ce qu'on fait, on le fait par intérêt, y compris l'amour, y compris la charité, la générosité, etc. Alors elle prend un exemple, et cet exemple, je le retranscris dans mon livre. C'est l'exemple de l'homme qui sacrifierait toutes ses économies pour que sa femme puisse guérir d'une maladie. Hein. Donc il faut imaginer un système où la santé est payante, et où donc, si il veut que sa femme survive, il faut qu'il paye des centaines de milliers de dollars. Et donc, le raisonnement de tout un chacun, c'est de se dire, il doit vraiment aimer cette femme parce qu'il est prêt à sacrifier toutes ses économies pour elle. Et d'ailleurs, ce serait presque honteux qu'il ne le fasse pas. Et là, Ayn Rand intervient et dit, attendez, vous ne comprenez pas. Ce monsieur qui est en train de sacrifier ses économies, en réalité, ne sacrifie rien du tout. Il achète son propre bonheur. Il paye son propre bonheur. Pourquoi ? Parce que son bonheur dépend de l'existence et de la bonne santé de sa femme. C'est-à-dire que si sa femme meurt, il va être malheureux. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en place une stratégie pour maintenir en vie ce qui le rend heureux. Donc, le sacrifice, ce n'est pas de dépenser toutes ses économies pour sauver sa femme. Le sacrifice, ce serait d'accepter que sa femme meure parce que c'est ça qui le rendrait malheureux. Donc pour Ayn Rand, l'altruisme est toujours intéressé, donc égoïste, parce que l'altruisme est toujours une manière de sauvegarder ce qui nous rend heureux, nous. Alors l'exemple, tu sais, un peu bateau, mais qui est quand même pertinent, c'est la pièce qu'on donne à un mendiant. Rien ne nous oblige à donner une pièce à un mendiant. La preuve, beaucoup de gens qui sont d'ailleurs très généreux dans le discours, lorsqu'ils passent devant un mendiant, sont souvent très occupés sur leur téléphone pour faire comme si cette personne n'existait pas. Toujours est-il qu'on pourrait dire, oui, mais donner une pièce à un mendiant, on n'attend rien en retour de ce mendiant. Et Ayn Rand nous dit, mais c'est pas ça, trouver un intérêt. Trouver un intérêt, c'est pas juste espérer un geste en retour. Trouver un intérêt, c'est se dire, par exemple, je suis une bonne personne. La preuve, j'ai donné une pièce à un mendiant. J'espère qu'on m'a vu donner une pièce à un mendiant. Je vais pouvoir me coucher ce soir avec cette tranquillité d'esprit et cette bonne conscience de celui qui a fait une bonne action. Je suis quelqu'un de bien. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le virtue signaling, le signalement de vertu. On parle également de vertu ostentatoire. C'est l'idée de se montrer vertueux, plus que de ne l'être réellement. Puisque finalement, une vertu ostentatoire, c'est déjà un oxymore. La vertu authentique, elle ne cherche pas à s'afficher. Parce que si elle cherche à s'afficher, c'est justement qu'elle cherche autre chose qu'à être la vertu. Donc, quand quelqu'un veut absolument se présenter comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un, etc., c'est parce qu'il en tire un intérêt psychologique, une bonne conscience, une gratification symbolique. Et donc, c'est en ce sens-là que Ayn Rand nous dit que nous sommes tous égoïstes, et surtout, attention, que c'est pas un problème. En fait, pour elle, l'altruisme est un problème quand l'altruisme devient une obligation. Pourquoi ? Si moi, je viens te voir en te disant, écoute Yann, j'ai regardé ton compte en banque et j'ai vu que tu avais plus d'argent que moi sur ton compte en banque. Je voudrais que tu me donnes de l'argent pour qu'on ait le même revenu, le même montant sur nos comptes en banque. Tu es obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu es égoïste. À ce moment-là, je risque de déclencher chez toi un recul, au minimum. En gros, tu risques de m'envoyer balader, gentiment, mais tu vas m'envoyer balader. Parce que tu vas dire, non, Coco, ça marche pas comme ça. Si moi j'ai envie de te donner de l'argent pour t'aider, par exemple, je le ferai bien volontiers. Mais tu n'as pas à le réclamer, tu n'as pas à l'attendre de moi, ce n'est pas une exigence. Tu vois ? Pour Ayn Rand, l'altruisme est devenu une injonction morale qui rend les gens allergiques à l'altruisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être altruiste ou solidaire quand c'est une obligation. Et en même temps, ça peut se comprendre parce que un geste généreux perd de sa valeur quand il est imposé. Tu sais, si, je sais pas moi, si tu demandes un service à un ami, tu vois, qu'il n'a pas trop envie de te le rendre et qu'il dit, bon, d'accord, je vais te rendre service, tu as presque envie de lui dire, non mais écoute, laisse tomber, c'est pas grave. Parce que si ça vient pas de toi, ça m'embête que tu te forces à faire quelque chose pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui vient le déclencher encore plus. Oui, voilà, mais complètement, tu vois. Alors que des fois, tu peux
tu peux ne rien attendre de l'autre et que l'autre spontanément se propose pour te rendre service. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'altruisme devient mutuellement bénéfique. Parce que l'autre te rend service, donc tu as un intérêt, et lui, il a l'intérêt de rendre service parce que c'est agréable de se sentir utile. Et c'est pas parce qu'on se sent utile qu'on instrumentalise le besoin de l'autre et qu'on se sert de l'autre et de son besoin pour se valoriser. C'est un échange d'intérêts. Et donc, Ayn Rand, qui est promotrice du capitalisme intégral et radical, elle applique cette logique-là de l'intérêt, y compris aux comportements moraux. Et y compris, par exemple, aux relations de couple et aux relations d'amitié. Hein, tu sais, le fameux « Oh, mais tu pourrais le faire pour moi ». Et ça veut dire quoi, tu pourrais le faire pour moi? Ça veut dire que tu me demandes de faire quelque chose dont tu sais que je n'ai pas envie de le faire parce que ça te ferait plaisir. Ma souffrance te ferait plaisir. Je crois qu'en psychologie, on appelle ça du sadisme. Tu vois, donc là, je caricature, mais c'est ce que dit Ayn Rand. Elle parle de cannibalisme moral. C'est-à-dire la morale, la fausse morale, hein, qui se nourrit de la culpabilité de l'autre. C'est le sketch de Jérémy Ferrari. Je conseille à tout le monde de voir ce sketch, où il parle de Action contre la faim et des associations humanitaires en général qui accusent des excédents budgétaires de plusieurs millions d'euros et qui, parallèlement à ça, envoient des courriers ultra culpabilisants à leurs membres pour leur dire vous voyez, si vous aviez envoyé 7 euros le mois dernier, ce petit enfant africain dont vous voyez la photo serait toujours vivant. Et donc, il développe une approche totalement cynique d'humour noir pour montrer à quel point c'est horrible de vouloir culpabiliser les gens pour les rendre altruistes. Et c'est finalement le propos d'Ayn Rand. C'est des sujets de société brûlants, hein, parce que ça se rapproche très facilement des problématiques d'aide sociale, etc., qu'on a en France. Ouais. Il y a un truc en psychologie humaine qui s'appelle le nudge en anglais, c'est le coup de pouce, qui explique que c'est beaucoup plus simple, en effet, de trouver un stratagème pour avoir le résultat escompté. Donc, par exemple, rendre les gens altruistes sans les forcer, parce que plus tu les forces, et on tombe dans ce que tu décris, ils n'ont plus envie. Ça les bloque. Complètement. C'est très marrant que tu dis ça, parce que figure-toi que je suis en train de travailler sur un épisode sur Ayn Rand, où justement, je donne l'exemple des dons qu'on fait aux associations, qui sont déductibles des impôts. Et ça, j'en parle à la fin d'un raisonnement où normalement l'auditeur est choqué d'entendre que il faut un intérêt à être altruiste. Tu vois, c'est ce que dit Ayn Rand. Altruiste, ok, mais qu'est-ce que j'y gagne à être altruiste? Et donc là, je sais que, surtout en France, on entend ça, on devient fou, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette apologie de l'égoïsme sans foi ni loi? Et je dis mais si ça vous choque, vous devriez être choqué par le fait que l'État français rende les dons déductibles des impôts. Parce que pourquoi est-ce que les dons sont déductibles des impôts? Pour pousser les gens à faire des dons. Autrement dit, pour qu'il y ait un intérêt à le faire. Donc ça veut dire que cette logique de l'intérêt qu'on aime bien dénoncer chez les autres, non seulement elle est efficace, en tout cas statistiquement, elle est efficace dans les faits, et en plus peut-être même qu'elle fonctionne sur nous, en réalité. Tu vois? Donc c'est aussi, je trouve, une des vertus de la pensée d'Ayn Rand, à laquelle je n'adhère pas du tout par ailleurs, mais de nous mettre le nez aussi face à nos propres contradictions et à notre propre penchant à donner des leçons de morale, c'est-à-dire à professer le bien sans forcément se l'appliquer à soi-même. Tu parles de morale, c'est les transitions parfaites. J'ai envie de t'emmener sur Nietzsche, qui dit « La morale est une invention des faibles ». Il faut vivre sans ressentiment, t'en parles aussi dans ton bouquin. On peut le comparer aux réseaux sociaux, à tout ce qui se passe, au clash, etc. On peut développer. Je me suis amusé dans le livre, donc le principe de livre, je le répète, ce livre c'est la présentation de 20 philosophes qui commencent à chaque fois par une histoire, une scénette qui illustre le propos du philosophe en question. Je me suis dit que j'allais évidemment parler de Nietzsche dans ce livre et d'un de ses sujets d'intérêt qui est le ressentiment et la morale du ressentiment qu'il appelle la morale d'esclave. Le terme est déjà fort. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui illustre la morale du ressentiment de nos jours? Tous les youtubeurs le savent, c'est le hater. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le hater? Hater, c'est celui qui existe par la détestation d'autrui. C'est-à-dire qui a le besoin compulsif de dire du mal, de le dire avec des mots crus, de le dire avec des insultes, de le dire de manière parfois obsessionnelle, c'est-à-dire
Ça ne lui suffit pas de le dire une fois, hein, il faut qu'il revienne, qu'il insiste. Hein. Donc il a une forme d'obsession. Mais, particularité quand même, c'est que le hater a toujours des bonnes raisons de détester. C'est-à-dire qu'il va toujours faire passer sa détestation pour quelque chose qui se justifie d'un certain point de vue. Par exemple, tu vas avoir le hater qui va corriger les inepties que tu racontes dans tes vidéos. Donc il est expert hein, de tous les sujets que tu abordes dans tes vidéos, et donc il vient te corriger de vidéo en vidéo en expliquant à quel point tu es un incompétent. Tu vois, parce que le hater ne conçoit pas d'exprimer un désaccord sans que ça prenne la forme d'un conflit, d'une insulte ou d'une offense. Sinon, c'est pas un hater, sinon c'est un contradicteur. Sinon, c'est quelqu'un qui va être dans la tentative de réfutation. Donc le hater, il a les deux. Il a le comportement agressif et il a en même temps la certitude d'être dans le vrai ou d'être dans le bien, en tout cas plus que toi. Et c'est d'ailleurs au nom de cette supériorité morale qu'il se permet de t'insulter. Eh bien ça correspond très exactement à ce que nous dit Nietzsche à propos de la morale et de l'invention de la morale, puisque Nietzsche est quelqu'un qui a fait la généalogie de la morale, et il explique que la morale, elle est apparue quand les faibles ont voulu culpabiliser les forts d'être les forts. Pourquoi ? Parce que les faibles subissent la force des forts. Autrement dit, quand tu es faible, tu ne peux pas rivaliser avec le fort sur son terrain, sur le terrain de la force. Donc, qu'ont fait les faibles ? Ils se sont réunis, ils se sont ligués, ils ont inventé quelque chose qui s'est appelé la morale. Et la morale, c'est de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et évidemment, de partir du principe que ce qui est bien, ça va être ce que font les faibles, et ce qui est mal, c'est ce que font les forts. Et c'est là qu'on en arrive à la culpabilisation du fort. On va culpabiliser le fort d'être fort, on va culpabiliser celui qui est dans l'affirmation d'être dans l'affirmation, et on en revient à Ayn Rand. On va culpabiliser l'égoïste d'être un égoïste. Ce que nous dit Nietzsche, c'est que l'altruiste n'est pas un altruiste. L'altruiste est un faible qui, parce qu'il est faible, ne peut pas se permettre d'être égoïste et qui donc compte sur l'altruisme des autres pour s'en sortir. Autrement dit, pour Nietzsche, la morale, c'est le vêtement de nos intérêts vitaux. C'est le vêtement de nos intérêts matériels, de nos intérêts biologiques. Oui, voilà, matériels. C'est vraiment... C'est de là que ça part. Et c'est pas l'inverse, comme on pourrait le croire. C'est pas il y a le bien, il y a le mal, et il y a ceux qui enfreignent le bien et qui font le mal. Non, 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 non. C'est il y a d'abord des comportements, et il y a ensuite des étiquettes qu'on met sur les comportements pour essayer de culpabiliser les uns ou de valoriser les autres. Il y a ça dans Sartre aussi. Parce que là, ce que tu dis, ça me fait penser. L'homme n'a pas d'essence, il n'est que ce qu'il fait. Ouais. Il n'y a plus de notion de bien, de mal, il n'y a que des actions finalement. Alors c'est vrai, tu as raison de le dire comme ça, parce que Sartre, lui aussi, part d'un postulat qui est « Dieu n'existe pas ». Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens diraient « Bon, la belle affaire, Dieu n'existe pas, c'est pas un scoop ». Bon, il y a quand même encore beaucoup de croyants, hein, surtout que, je veux dire, la France n'est pas représentative du pourcentage de croyants qu'il y a dans le monde. Hein. Mais toujours est-il que Nietzsche avait déjà dit « Dieu est mort ». Et Dieu est mort, ça veut dire, la croyance en Dieu, elle tombe un peu en désuétude quand même. Donc Sartre part de ce principe-là, Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, ça a des conséquences. Et la première des conséquences, c'est qu'effectivement, l'existence n'a de sens que celui qu'on lui donne. C'est nous, en fait, qui donnons du sens aux choses. Et si Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on est parfaitement libre de donner tel sens à telle chose. On est parfaitement libre de faire le bien ou de faire le mal, puisqu'on ne sera pas jugé, puisqu'on ne sera pas puni, puisqu'on ne sera pas envoyé en enfer ni au paradis. Bref, nous sommes seuls. Ça, c'est vraiment l'idée maîtresse de Sartre. Nous sommes seuls. Et donc, si nous sommes seuls, ça veut dire que nous sommes libres. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut en réalité. Il n'y a pas un Dieu qui nous dit « voilà ce que tu dois faire », tu es obligé de, tu es contraint de. Non, alors, il y a des gens qui croient et qui du coup se soumettent aux commandements de leur Dieu et de leur religion. Mais pour Sartre, en réalité, l'homme est libre. C'est d'ailleurs ce qui le définit, la liberté. Un objet n'est pas libre, cette tasse n'est pas libre parce qu'elle n'a pas le pouvoir
de ne plus être une tasse, cette tasse. Elle est totalement soumise aux contraintes extérieures. Toi, Yann, tu as le pouvoir de ne plus être Yann. Alors, je ne veux pas dire par là que tu as le pouvoir de changer de prénom, même si tu as effectivement ce pouvoir-là, aujourd'hui, de pouvoir changer de prénom. Mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce qui te définit, toi, Yann? Tiens, on va faire le jeu en direct. Qu'est-ce qui te définit, toi, en tant que Yann? J'imagine la somme de tes pensées, actions, expériences passées, un mélange de tout ça. Ok. Est-ce que la somme de tes pensées, elle est condamnée à rester ce qu'elle est jusqu'à la fin de ta vie? Non. Non. Autrement dit, tes pensées, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. Tes idées peuvent évoluer. Ton métier, est-ce que le métier que tu fais aujourd'hui, c'est un métier que tu as toujours fait? Non. Non. Donc c'est un métier qui est apparu à un moment donné dans ton existence. Tu as changé de métier pour ce métier. Est-ce que ce métier, tu es condamné à le garder jusqu'à la fin de ta vie? Non plus. Non plus. Donc ça, c'est ce que montre Sartre quand il dit que l'être humain est libre. L'être humain a la possibilité de s'affranchir perpétuellement du rôle qu'il occupe. Le rôle, c'est quoi? Le rôle, c'est le métier. Le rôle, c'est ton statut familial. Le rôle, c'est aussi ta personnalité. Pourquoi ta personnalité? Parce que ta personnalité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle peut changer. On n'est pas exactement égaux à nous-mêmes. Je pense que tu n'es pas la même personne que quand tu avais 16 ans, et tu n'es pas la même personne que lorsque tu auras 70 ans. Donc ta personnalité évolue, mais ce qui se passe parfois, c'est qu'on s'identifie soi-même à une personnalité. On va dire, ah moi je suis quelqu'un de franc. Ah moi je suis quelqu'un de sensible. Ah moi je suis quelqu'un de courageux, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle des essences, c'est-à-dire des étiquettes qu'on colle sur les gens et qu'on se colle sur nous-mêmes. Donc ce sont des rôles qu'on se donne. Et Sartre nous dit, en faisant ça, on fait quelque chose qui s'appelle l'essentialisation. Essentialiser quelqu'un, ça veut dire le renfermer dans une essence, dans un être figé. Et en faisant ça, on transforme les êtres humains en choses, et on se transforme soi-même en choses. Donc en faisant ça, quelque part, on nie notre humanité, parce que notre humanité, c'est précisément de pouvoir toujours nous affranchir de ces étiquettes, de pouvoir toujours nous affranchir de ces rôles. Mais ça nous fait peur, parce que ça veut dire que tu es tellement libre d'être ce que tu veux, que c'est angoissant. C'est angoissant de te dire que tu es libre parce que ça veut dire que tu es totalement responsable de tout ce que tu fais et de tout ce que tu choisis de faire. Parfois, être dans ce rôle, c'est confortable. Parce qu'un rôle, tu sais, c'est un peu capitonné. Tu vois, il y a des contours dans un rôle, donc c'est sécurisant. Tu vois, tu joues ton rôle et puis tu n'en sors pas. Quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est sortir de son rôle, c'est sortir de ce dont on a l'habitude. Eh bien, si le propre de l'être humain, c'est la liberté, ça veut dire que le propre de l'être humain, c'est d'affronter l'angoisse de devoir sortir de son rôle. Et on voit à quel point toutes les sciences sociales et énormément de concepts d'aujourd'hui, même en psychanalyse, vont découler de ces pensées-là. Donc c'est aussi super intéressant. Je vais faire une transition brute cette fois-ci. En début d'épisode, j'avais une petite introduction magnifiquement écrite, plutôt pas mal écrite par ChatGPT. Tout le monde utilise aujourd'hui l'IA, c'est plus un scoop, c'est dans nos vies et même peut-être au-delà très bientôt, puisque les gens qui suivent cette chaîne connaissent, on en parle souvent, hein, il y a des avancées complètement dingues. Mais quand on le regarde du côté philosophique des choses, il y a quand même des choses qui sont relativement préoccupantes. Déjà pour le philosophe lui-même, mais aussi pour la pensée humaine, et aussi pour la responsabilité peut-être, et toutes les notions dont on a parlé plus tôt, l'altruisme, etc., la liberté. Est-ce que l'IA pense? Est-ce que l'IA imite la pensée? Si elle imite la pensée et qu'elle l'imite tellement bien, est-ce qu'elle ne penserait pas pour nous? Est-ce que ça nous enlève le droit de penser ou la possibilité? Vaste sujet. Vaste sujet. On lance la partie IA. Eh ben c'est parti. Bon, là où je m'en sors bien, c'est que j'ai traité de cette question dans 3 épisodes sur ma chaîne, où j'ai essayé d'aller un peu à l'encontre des 2 types de discours qu'on entend sur l'IA. Je schématise, je caricature, mais c'est volontaire, c'est juste pour montrer qu'on peut penser l'IA autrement. Généralement, il y a un discours qu'on peut qualifier d'anti-IA ou de conservatisme technologique qui consiste à dire l'IA ne pense pas, non seulement l'IA ne pense pas, mais en plus, elle est très loin de pouvoir ne serait-ce qu'approcher les facultés de pensée de l'être humain. Et puis, de toute façon, ça c'est souvent l'argument massu, et puis de toute façon,
tout ce que pourra faire l'IA ne sera jamais que de l'imitation, ne sera jamais que du mimétisme de l'être humain. Bon. Face à ça, se dresse souvent un contre-discours qui consiste à dire « Mais attendez, vous ne vous rendez pas compte des capacités de l'IA. Vous parlez des capacités de l'IA d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an, mais ça change chaque semaine. Chaque semaine, l'IA se remet à jour et chaque semaine, ses possibilités, ses potentialités se décuplent de manière exponentielle et vous ne vous rendez pas compte de ce qu'elle sera bientôt capable de faire. » Et moi, là-dedans, j'essaye d'occuper une position, non pas du milieu, parce que ça voudrait rien dire, être au milieu pour être au milieu, ça sert à rien. C'est plutôt essayer de sortir d'une des 2 positions pour voir en quoi l'une ou l'autre peuvent avoir une pertinence. Je veux dire par là. Pour moi, l'IA ne pense pas, elle simule la pensée. L'IA ne pense pas, mais en fait, c'est pas le problème. On ne demande pas à l'IA d'être un être humain. On demande à l'IA de faire aussi bien, voire mieux que l'être humain. Mais je trouve que la question « est-ce que l'IA pense ?» elle ne peut aboutir qu'à la réponse « non », dès lors qu'on présuppose que la pensée, c'est un phénomène typiquement humain. Autrement dit, c'est toujours un problème de définition. Si tu définis la pensée comme l'activité humaine qui consiste à traiter des données, à résoudre des problèmes, à imaginer ou à percevoir des relations entre les idées, si tu dis dans ta définition que c'est une propriété humaine, tu vas nécessairement en arriver à la conclusion que l'IA ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas humaine. Mais du coup, tu n'auras rien démontré du tout. Tu auras juste fait une pétition de principe, tu sais, comme dire tous les joueurs de tennis gauchers sont gauchers. Bah oui, c'est dans l'énoncé, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas intéressant de se poser la question est-ce que l'IA pense ? Parce que ça va dépendre de la définition que tu donnes à la pensée. Si tu réduis la pensée au calcul, par exemple, ben oui, l'IA pense. Mais si tu définis la pensée comme le pouvoir de faire quelque chose qu'une machine ne peut pas faire, eh ben la réponse est dans la question, non, elle ne le peut pas. Moi, j'ai posé la question, l'IA peut-elle remplacer le philosophe ? Je trouve que la question est plus pertinente. Pourquoi ? Parce qu'elle est concrète et ça peut se vérifier. Et donc, je me suis amusé à faire un épisode sur l'IA où, pendant les 3 premières minutes, on m'entend parler de l'IA, on m'entend développer un petit topo sur l'IA. Et au bout de 3 minutes, on m'entend dire « Vous voyez là les 3 minutes qui viennent de s'écouler ? Bah, c'était pas moi. C'était de l'IA. Je me suis fait passer, ou plutôt une IA s'est fait passer pour moi, en quelque sorte. » Donc j'ai tendu un piège à mes auditeurs. J'ai généré 3 minutes d'épisode par IA. Le texte a été fait par IA, la voix a été faite par IA. Et j'ai demandé à mes auditeurs, est-ce que vous y avez cru ? Et j'insiste, est-ce que vous y avez cru ? Pas maintenant que je vous ai dit qu'en fait c'était de l'IA, est-ce que vous vous dites, ah oui, non mais d'accord, mais oui, maintenant que tu le dis. Non, il n'y a pas de maintenant que tu le dis, c'est sur le moment. C'est ça le test. Si vous ne vous êtes pas rendu compte de la supercherie, ça veut dire que l'IA peut remplacer le philosophe, parce que, de fait, ça fait 3 minutes que ça dure, et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Donc le critère qui compte, c'est le critère de la détection. Si tu arrives à détecter une pensée, ou en tout cas l'expression d'une pensée, c'est-à-dire un texte, un discours, une parole, comme étant généré par IA, et à ce moment-là, l'IA n'est pas capable d'imiter l'être humain à la perfection, puisque tu l'as détecté. Mais si tu ne le détectes pas, bah, ça veut dire qu'elle est capable de remplacer le philosophe, tu n'y verras que du feu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait que tu sais, toi, Yann, que moi, je pense ? Qu'est-ce qui fait que tu sais que je pense ? C'est une bonne question. Bah, j'imagine que j'ai l'impression d'avoir une interaction avec toi. Ouais. Et étant libre de dire ce que je pense, Ouais. si tu es cohérent par rapport à la discussion qu'on a, j'ai la preuve potentielle que toi aussi tu penses, puisque les choses sont cohérentes. Et est-ce que tu penses qu'une IA pourrait me remplacer sans que tu t'en rendes compte ? Absolument. Absolument. Voilà. Sauf peut-être physiquement, à l'heure d'aujourd'hui, mais oui. Ouais. La réponse que je donne dans mon épisode, elle rejoint ce que tu dis. Je dis, vous vous dites que je pense, vous croyez que je pense, parce que vous pensez que je suis un être humain, et qu'un être humain pense,
Et sa pensée, il l'exprime à travers des mots. Mais peut-être que je suis une IA, vous ne pouvez pas en être sûr à 100%. Vous ne pouvez que me faire confiance, finalement. Bon. Eh bien, ça, c'est un exemple, c'est un critère qui montre que on ne juge de la pensée que ce qui en est exprimé. Moi, je ne peux pas rentrer dans ton cerveau pour voir si tu penses. Comme toi, tu ne peux pas rentrer dans le mien. Tu ne connais de ma pensée que ce que j'en exprime. Eh bien, une IA, elle ne pense pas, mais ce qu'elle exprime, si c'est indiscernable d'une pensée qui s'exprimerait chez un être humain, c'est la seule chose qui compte en réalité. C'est la seule question qui se pose. Moi, je dis que l'IA ne pense pas. Pourquoi ? Parce que j'estime, dans ma définition de la pensée, qu'il faut être vivant pour penser. L'IA n'est pas vivant, ou en tout cas, pas d'après la définition biologique de la vie. Tu vois ? Mais une fois que j'ai dit ça, finalement, qu'est-ce que j'ai prouvé ? Qu'est-ce que j'ai démontré ? Est-ce que l'IA est moins performante maintenant que j'ai dit ça ? Est-ce que l'IA en devient moins capable de dire des choses que je vais trouver pertinentes, intelligentes, profondes ? Et de faire mieux que toi. Et de faire mieux que moi ? Eh ben non, elle en est tout aussi capable. Et tous mes arguments conservateurs sur ce qu'est la vraie pensée, qu'il faut avoir de l'affect pour penser, qu'il faut être vivant pour penser, qu'il faut un je ne sais quoi spirituel pour penser, je suis prêt à l'entendre et je suis même prêt à être d'accord. Je dis juste que dans le débat, ça ne change rien aux données. Ça ne change rien. Et donc, il y a mon deuxième épisode sur l'IA porté sur justement cette affaire qui a eu lieu, l'affaire Hypnocratie. L'affaire Hypnocratie, c'est un livre qui sort et qui fait beaucoup parler parce qu'il prétend analyser un mécanisme de domination justement par l'hypnose, mais l'hypnose entendue dans un sens très médiatique et collectif à travers les exemples de Trump et de Musk. Et ce livre vraiment fait beaucoup parler. Et on apprend quelque temps après que ce livre a été écrit par une IA. Plus exactement, qu'il a été coécrit par une IA. Hein, je ne reviens pas sur l'affaire. Et à ce moment-là, beaucoup de gens qui avaient dit du bien de ce livre se sont mis à dire « Ah, mais en fait, c'est une IA qui a écrit ça ? Ouais, non, mais en fait, c'est pas si bien que ça, maintenant que vous me le dites. » Oui, mais non, ça, c'est de la triche. C'est modifier son jugement a posteriori quand on apprend une information qui n'arrange pas notre position. Ceux qui disent ça, ceux qui disent « Maintenant que je sais que c'est une IA, je vais dégrader mon jugement », ils se le disent pas comme ça, hein, mais c'est ce qu'ils font. Eh bien, en fait, ils sont embarrassés parce que la prémisse de leur raisonnement a été contestée. La prémisse de leur raisonnement, c'était de dire que si ça avait été fait par IA, ça ne pouvait pas être pertinent, ça ne pouvait pas être bon, ça ne pouvait pas être convaincant, etc., etc. Moi, j'estime que si une œuvre d'art est produite par IA et qu'un expert en art ne s'en rend pas compte et qu'il est touché par cette œuvre, je ne considérerais pas qu'il se sera fait piéger. Je considérerais que l'IA a produit quelque chose qu'on peut légitimement appeler une œuvre. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qu'on aime dans une œuvre ? Qu'est-ce qu'on aime dans le fait que l'œuvre soit créée par un humain ? C'est le travail qu'on imagine, c'est l'inspiration qu'on imagine, c'est la souffrance qu'on imagine. Tu vois, moi, quand je lis Camus, je m'imagine l'homme. Je m'imagine ce qu'il a vécu, ce qu'il a pu ressentir. Quand je vois un film qui m'émeut, j'imagine ce que le réalisateur a dû éprouver, est-ce qu'il a dû subir comme épreuve dans sa vie pour produire ça. Tu vois ? Donc, quelque part, à ce moment-là, je ne juge pas l'œuvre. Je juge l'auteur de l'œuvre. Plus exactement, je juge ce que j'imagine être l'auteur de l'œuvre. Et je pense que c'est ça qui nous frustre avec l'IA. C'est qu'on ne peut plus faire ça maintenant. C'est qu'on ne peut que recevoir une œuvre intellectuelle ou artistique, et qu'il n'y a plus le travail, il n'y a plus, tu sais, la souffrance, l'affect, la fêlure qu'on imagine être un prérequis de la création. Mais ça en dit plus long sur nous que sur l'IA, hein, toutes ces discussions et toutes ces réflexions sur ce que peut ou ne peut pas l'IA. Ça en dit très long sur ce que nous, on cherche à travers une œuvre ou à travers une pensée. Après la post-vérité, je pense qu'on va avoir la nostalgie post-technologique à un moment ou à un autre. Et alors, je reviens sur ce que tu dis juste avant, sur la pensée. Partons du principe avec ta démonstration qu'en effet, la pensée est juste un label qu'on aime bien mettre sur quelque chose et que finalement, on n'est pas capable de dire si elle est là ou pas. Donc, on peut autant l'ignorer. À partir de ce moment-là,
et qu'on regarde l'IA un peu plus froidement, on parle de est-ce que l'IA peut remplacer le philosophe, mais en réalité, bottom line, si elle remplace le philosophe, elle remplace aussi la pensée critique ou tout ce qu'on veut, la construction. Et on peut finalement étendre ça à l'humain, au sens large, à tout ce qu'il sait faire. Est-ce que le sens peut encore exister demain? J'entends par là le sens de faire quelque chose, le sens d'avoir envie de faire quelque chose. L'être humain est quelqu'un qui a besoin de résoudre des problèmes pour être drivé dans la vie, d'avoir des buts. Si l'IA fait tout pour nous, mieux que nous, plus vite que nous, à un coût plus faible, qu'est-ce que l'être humain devient demain? Et bien là, tu touches très exactement, Yann, à ce qui, moi, suscite une appréhension de ma part concernant l'IA. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, c'était un peu une réflexion intellectuelle sur la pensée, l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire, les capacités, les performances de l'IA. Très bien, ok. Mais il y a un autre sujet que je trouve beaucoup plus profond, et c'est celui que tu es en train de soulever, c'est-à-dire, et nous dans tout ça? Qu'est-ce qu'on va devenir? On crée quelque chose et ensuite on se demande, mais à quoi est-ce qu'on sert, nous, maintenant, qu'on a inventé ce qui va nous remplacer? Ce qui est quand même, je ne suis pas versé dans la psychanalyse, mais ce qui quand même peut interroger sur... Ouais, c'est méta un peu, ouais. Ouais, qu'est-ce qui anime l'être humain pour faire quelque chose qui est destiné à le remplacer? Bref, comme si l'autodestruction était finalement le noyau dur du comportement humain. Mais toujours est-il que ça, j'en ai parlé donc dans mon 3e épisode sur l'IA. Quand j'ai parlé du rupture du système de la confiance, alors ça c'est très facile à expliquer, le rupture du système de la confiance, c'est quand tu ne sais plus, à partir de maintenant, si tu as face à toi de l'IA ou de l'humain. C'est aujourd'hui. Voilà. Donc l'ère de la post-vérité, pour moi, là ça fait sens. Hein. Ça fait totalement sens de se dire, comment je sais que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que cette vidéo qui montre un criminel en train de commettre un crime est une preuve que ce criminel a commis un crime? Alors j'imagine qu'il y a autre chose que la vidéo pour pouvoir le prouver. Mais sauf que si on compte maintenant sur des vidéos, sur des images, sur des enregistrements, pour prouver, ou en tout cas pour suggérer la culpabilité de quelqu'un, eh ben maintenant on va pouvoir faire une croix dessus. Hein, parce que tout va être soupçonnable d'être fake. Donc déjà, c'est problématique. Rupture de la confiance aussi, parce que si moi, tu me demandes, je sais pas moi, d'écrire une vidéo, d'écrire le script d'une vidéo, et je sais pas, tu me payes pour ça, par exemple, hein, ça existe. Mais qu'est-ce qui te dit que je ne l'ai pas fait faire par une IA? Comment tu vas pouvoir le vérifier? Alors tu vas passer mon script au détecteur d'IA, mais le détecteur d'IA, il n'est pas fiable à 100%. Tu peux demander de toute façon à ton IA de se faire passer dans son style d'écriture pour un être humain qui va faire des fautes d'orthographe, etc., etc. Ça, je pense que les élèves vont s'en donner à cœur joie quand on va leur demander de rédiger des dissertations à la maison. Bref. Donc, plus de confiance. Moi, il y a des gens qui pensent que je suis une IA. Ils m'écrivent en commentaire ça, c'est une IA, en parlant de moi. Et j'ai une collègue aussi youtubeuse, ça lui arrive tout le temps. Mais vous êtes une IA, madame. Peut-être, d'ailleurs. On ne peut pas le savoir, mais ça, on va dire, ça favorise pas la confiance collective. Et puis, il y a l'autre problème, beaucoup plus fondamental et qui rejoint ce que tu dis, c'est la rupture du système de récompense. Pendant des millénaires, pour pas dire pendant des millions d'années, quand on voulait fabriquer quelque chose, eh ben, il fallait le fabriquer au départ de ses mains. Alors, l'être humain est l'inventeur de l'outil. La main est le premier outil, puisque la main, c'est l'intermédiaire entre notre corps et la réalité extérieure. On peut saisir des objets et on peut les modifier. C'est-à-dire, je peux casser cette tasse, je peux la bricoler pour lui ajouter une deuxième poignée, par exemple. Je peux m'en servir pour frapper un ennemi. Hein, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. L'os d'animal mort est le premier outil, parce que c'est celui dont s'empare le singe pour frapper le singe de la tribu rivale. Et donc, il se trouve que le premier outil est une arme, ce qui est intéressant. Et donc, l'être humain a toujours créé des outils pour faciliter son travail. Mais sauf que l'outil ne remplace pas le travailleur. Il assiste le travailleur. Il seconde le travailleur. Il permet au travailleur de peaufiner son ouvrage, c'est-à-dire de mieux travailler, mais pas de se dispenser de travailler. Donc,
Il y a toujours du travail. Ok. L'homme invente la machine à vapeur. Donc là, on est révolution industrielle, hein, le temps s'est écoulé. Et avec la machine à vapeur, on entre dans l'ère de la mécanisation. Alors là, on commence à avoir des outils techniques, voire technologiques, hein, qui permettent de créer les choses à notre place. Très bien. Mais n'empêche que ces choses qui sont créées à notre place, il faut quand même être là. Tu sais, c'est les temps modernes avec Charlie Chaplin. Hein. Le tapis qui passe devant lui, le tapis mécanique, il faut bien quand même serrer les écrous. Tu vois. Donc il y a toujours besoin de travail humain, mais on entre dans une forme d'aliénation. C'est-à-dire dans une forme de dissociation entre soi et l'objet de notre travail. Donc on commence un peu à perdre cette notion de sens qu'il y a dans l'artisanat. L'artisan, ce qu'il fait a un sens. Et un sens, il faut presque l'entendre au double sens pour le coup. Signification, mais une direction. Il y a un début, un milieu et une fin. Donc il y a cet ordre logique-là aussi qui a du sens. Bon. Et du coup, bon, il y a un peu moins de sens à la fabrication et au travail, mais il y en a encore. Du simple fait qu'on est obligé de concevoir par l'esprit les objets concrets, même si c'est la machine qui crée. La voiture, elle doit être dessinée avant qu'une machine ne la crée. Il y a encore du travail. Et je ne sais pas si tu vois, mais progressivement, on va vers de moins en moins de travail humain, vers de plus en plus de travail délégué à la machine. Arrive l'IA, intelligence artificielle, certains diront c'est un oxymore. Si c'est de l'intelligence, ça ne peut pas être artificiel, et vice-versa. On délègue également l'esprit. C'est-à-dire que mon texte, non seulement je peux le faire écrire par quelqu'un d'autre, je n'ai plus à porter moi-même le stylo ou à taper moi-même sur les touches de mon clavier, mais je peux même déléguer la partie spirituelle de ma création. Je n'ai plus rien à faire. Pas encore, aujourd'hui, 2025. Je devrais presque préciser le mois auquel on est en train de parler, parce que dans 3 mois, ce sera peut-être encore différent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore besoin que l'être humain supervise, mais peut-être que bientôt, il n'y aura plus besoin de l'être humain pour superviser la création spirituelle de l'IA. Et donc là, on en arrive à ce que tu disais exactement, c'est-à-dire une perte de sens. Parce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est ce qui fait par exemple que si vous faites une séance de sport pendant 1 heure, que vous vous dépensez physiquement, hein, on pense et on se dépense. Quand on se dépense physiquement, le cerveau va produire des hormones associées au plaisir, comme la dopamine par exemple. Et ce plaisir, c'est la récompense de l'effort. Autrement dit, c'est la contrepartie physiologique que le cerveau fournit par rapport à un effort produit. Donc on travaille, mais ce travail est récompensé. Au point qu'on pourrait même se demander si ce n'est pas l'anticipation de la récompense qui nous met en situation de travailler, qui nous pousse à travailler. Je devrais dire qui nous motive à travailler. Parce que motiver en latin, ça veut dire mettre en mouvement. Et qu'est-ce que c'est qu'une motivation? C'est l'anticipation du résultat de ce qu'on s'apprête à faire ou de ce qu'on pourrait faire et qui nous donne envie de le faire. Hein, tu sais, quand on est motivé à faire un truc, les gens impatients vont me comprendre. La difficulté vient du temps qui sépare l'idée de la chose de sa réalisation. Tout à fait. Et l'existence humaine jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est l'acceptation de ce temps, de ce délai chronologique qui sépare l'idée de sa réalisation. Voilà pourquoi, quand on a une équipe, ça va plus vite, quand on a des budgets, ça va plus vite, et donc on peut faire plus de choses, on est moins frustré, etc., etc. Sauf que ce délai, ce temps, est nécessaire pour que le circuit de la récompense se mette en place, et que donc il y ait une récompense qui a du sens par rapport à l'effort et à la peine au sens de pénible, la peine qui a été produite. On a vu ce problème-là, tu sais, avec la propagation de la pornographie via Internet, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, d'hommes notamment, ça crée des petits soucis dans la libido, la consommation excessive de pornographie. Parce qu'en fait, ils avaient sur leur écran des femmes qui correspondaient à leurs fantasmes, et ils voyaient des scènes qui sont assez loin de la réalité bien souvent, et qui du coup viennent complètement briser la réalité esthétique, la réalité charnelle, émotionnelle de ce qu'on vit avec notre partenaire quand on fait l'amour. Bref, ça fait que les fils se touchent à un moment donné. Et donc le circuit de la récompense, il est
complètement détérioré. On peut avoir quelque chose de similaire avec l'IA, c'est-à-dire une satisfaction instantanée, tu vois, comme un besoin sexuel peut trouver sa satisfaction instantanée, mais où le résultat est totalement décorrélé de ce qu'il aurait fallu faire à la base pour obtenir ce résultat. Et je pense que l'être humain a besoin de sens, et donc il a besoin qu'il y ait un effort avant qu'il y ait une récompense. C'est le philosophe Robert Nozick qui prend cet exemple, il parle de la machine à expérience, et il dit « Imaginons qu'on puisse vous mettre dans une machine où vous allez pouvoir passer toute votre vie et complètement diriger votre vie, c'est-à-dire vous voulez quelque chose, ça arrive. Pas forcément des choses positives d'ailleurs. Vous voulez des difficultés, vous voulez être au chômage, vous voulez, je sais pas moi, que votre voisin vous emmerde toute la nuit. Vous pouvez le choisir, vous programmez la machine pour avoir la vie que vous voulez. Et il dit peu de gens le feraient. Parce que la plupart des gens ont besoin que la vie ait un sens. Et avoir un sens, ça veut dire qu'ils ont besoin que les conséquences soient reliées aux causes. La phrase que j'utilise pour illustrer ça, c'est « Pour qu'il y ait des cerises, il faut qu'il y ait des cerisiers ». Des cerises sans cerisier, ça pose problème, parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des conséquences sans les causes. Et tant qu'on restera des êtres logiques, tant qu'on restera des êtres de causalité, on voudra que les causes précèdent les conséquences, et on ne se satisfera pas de résultats sans effort. Moi, je pense, personnellement, s'il faut que je donne mon avis, que je suis d'accord avec toi sur tous ces mécanismes de la récompense, sur le fait que après l'ère de la post-vérité, il y aura l'ère de la quête de sens et en effet de cette espèce de nostalgie. Mais peut-être quand même qu'on pourra trouver en tant qu'être humain, vraiment si je fast-forward, ok, le travail n'existe plus, les IA font tout plus vite, un sens dans les loisirs finalement. Parce que le sport sera toujours là, la pêche sera toujours là. Et même si je suis capable de faire une statue moins bien qu'un robot, elle sera moins parfaite, etc. Mais le temps passé sur cette statue peut-être sera satisfaisant. Ou peut-être que l'être humain aura ce nouveau sens, ce renouveau, et peut-être c'est même cette déconnexion, puisque rien n'est plus vrai sur les réseaux sociaux, etc. Donc peut-être aussi qu'on va revenir un peu dans la vraie vie. Mais j'aimerais t'emmener ailleurs. J'aimerais t'emmener sur le désalignement. Le désalignement, pour les gens qui nous écoutent, qui seraient nouveaux sur le thème, on part du principe que l'IA, pour des raisons de pensée réelle, de conscience, ou même des raisons d'automatisme et d'efficacité, n'aurait plus les mêmes buts que nous. Il y a le fameux paperclip qui est très connu. On dit à une IA de faire des trombones et elle veut tellement bien faire des trombones qu'elle veut utiliser tous les atomes de l'univers pour faire des trombones et on est sur son chemin, elle nous tue. Mais pas parce qu'elle veut nous tuer philosophiquement avec sa volonté, mais juste parce que en fait on est des atomes donc on peut les récupérer pour faire des trombones. Ce désalignement a quand même beaucoup de chances d'arriver. Comment est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'imaginer des moyens de contrôler l'IA, de faire comprendre à l'IA, de discuter avec l'IA, alors que on est incapable nous-mêmes de comprendre ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'homme doit commencer à penser à des stratégies verbales finalement, hein, ou du code, mais bref, une stratégie de communication pour être capable d'entraver ce possible désalignement. Tous les plus grands esprits du monde travaillent là-dessus, hein, pour information, et personne n'a trouvé la solution. Ben, pour moi, c'est peine perdue, hein, à moins de trouver un programme ou une formule, mais ça a déjà été tenté dans la science-fiction et ça ne marche pas. C'est, j'allais dire, la stratégie de la menace, hein, la stratégie de la dissuasion, c'est-à-dire que si, à un moment donné, tu sors des instructions qui te sont données et que tu désobéis ou que tu prends des initiatives contre nous, etc., tu t'autodétruiras. Tu vois, mais bon, qui nous dit que la machine n'est pas capable d'anticiper le coup et de trouver elle-même un moyen de bloquer cette autodestruction. Enfin bref, pour ma part, qui ne suis pas du tout un expert de l'IA, j'avoue que je serais curieux d'assister à ça, parce que je me dis que si une fin de l'humanité devait advenir, celle-là, elle serait rock'n'roll. Elle aurait quelque chose d'assez grandiose, tu vois. Mais en termes de solutions, d'anticipation, que faire pour éviter ce scénario catastrophe, je n'en ai aucune idée. Et c'est là où, finalement, je le dis ironiquement, mais pas que, je le pense en partie. Je disais tout à l'heure en plaisantant, est-ce que l'autodestruction ne serait pas
le centre de gravité des comportements humains à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que je ne dis pas que les êtres humains sont autodestructeurs individuellement et par essence et consciemment, mais je me demande s'il n'y a pas dans l'être humain comme catégorie historique, tu vois, qui est apparue, qui s'est développée, qui s'est propagée, qui a inventé une logique autodestructrice à l'œuvre. Et je le vois dans quoi? Je le vois dans ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que le premier outil ait pu être une arme. Alors une arme, attention, je ne suis pas un militant ni pro ni anti-arme, parce que je ne m'y connais pas assez. Mais en revanche, une arme, c'est pas que négatif, c'est ça que je veux dire. C'est qu'une arme, c'est aussi ce qui nous permet de nous protéger, de nous défendre contre les agressions extérieures. Donc ce pauvre singe qui utilise un os d'animal pour aller taper sur la tête de son adversaire singe, moi je lui jette pas la pierre, c'est le cas de le dire, je ne lui jette pas d'objet, parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait survivre. En fait, c'est tout bête. Il y avait un point d'eau, l'eau c'est vital. Si tu as le point d'eau et que tu m'en interdis l'accès, je meurs. Si je veux y accéder, je dois te tuer. Ou au minimum, te faire peur. Okay, te faire fuir. Donc l'arme, elle va permettre à ce pauvre singe de survivre, et c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Mais l'arme permet également de tuer et d'exterminer. Pourquoi? Pour imposer sa volonté, pour coloniser, pour voler, pour exploiter. Et donc, il y a cette dualité permanente qui est que le progrès humain, le progrès au niveau des connaissances, le progrès au niveau technique, le progrès au niveau économique, il est toujours à double tranchant. Il apporte des avantages, mais il se fait aussi par des moyens qui peuvent être largement discutables, voire condamnables. Hein. Mais il est certain que la conquête spatiale ne peut être que le résultat d'une longue série de conquêtes qui inclut de la domination, de l'appropriation, de la colonisation. C'est comme ça que le présente Kubrick dans son film. Hein, l'os d'animal mort devient une navette spatiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ce point A de l'invention technique jusqu'à ce point oméga, eh ben en fait, c'est lié. C'est un continuum. Donc là, la conquête est là derrière. J'en viens à me demander si le stade ultime du développement humain n'est pas l'autodestruction. Que peut vouloir un être humain qui a tout conquis quand il n'y a plus rien à conquérir? Tu vois? Est-ce que l'autodestruction n'est pas finalement la porte de sortie, la seule porte de sortie possible? Et dans ce cas-là, est-ce que l'invention de l'IA ne serait pas, écoute-moi bien parce que là ça va loin, ne serait pas le stratagème inconscient de l'être humain pour créer les conditions de sa propre autodestruction? Le jour où nous sommes capables d'inventer une machine tellement intelligente qu'elle juge que nous devons mourir, ce jour-là, c'est bien la preuve qu'on aura fait le maximum et que viendra pour nous le moment de disparaître. Si je suis capable de créer quelque chose qui va décider de me tuer pour de bonnes raisons, c'est que je devais mourir. Tu vois, c'est un peu... c'est tordu. Mais l'homme est tordu. C'est même pas si tordu que ça. Et l'avantage énorme de l'IA sur nous, c'est qu'on parle souvent de l'IA comme une IA, mais en fait, il y a plusieurs IA. Ouais. Et cette IA, ces IA sont capables de travailler entre elles et de communiquer comme nous, humains, sommes capables de le faire. Mais je pense qu'elles nous sont supérieures sur un point qui est très clair. Je retourne dans mon scénario où l'IA nous veut du mal, et on s'en rend compte. Attends, collectivement, en tant qu'humain. Et on se dit, là, maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on débranche. Il faut vraiment que ça s'arrête. Comme tu l'as dit, c'est très difficile, parce que, étant donné qu'elle est plus intelligente, qu'elle a la capacité de nous manipuler, etc., il faut vraiment être très fort en tant qu'humanité. Moi, une solution que je vois, c'est d'absolument détruire tout ce qui est électronique, de couper l'électricité sur la surface du globe entier, puisque le moins de téléphones, tablettes, micros, tout ce qui est électronique, l'IA pourrait s'y copier. Ça sous-entend de mettre d'accord 8 milliards ou plus d'êtres humains, de détruire tout leur matériel informatique, etc., au même moment. Mais là, on a un problème de désalignement des humains entre eux. Ouais. Puisque c'est le premier qui doit... Enfin, c'est le dernier qui coupe, qui gagne. Parce que si tout le monde détruit tout, mais que moi, je conserve l'IA, je suis le maître du monde. Exactement. Ouais. C'est comme ça qu'on va mourir, je pense. Ça intéresse. Il y a des chances. Il y a des chances. Parce qu'il y a toujours, tu sais, le scénario optimiste, le scénario pessimiste. Hein, et le scénario pessimiste gagne souvent. C'est la question, tu sais, de l'unité du genre humain face à l'ennemi commun.
hein. Alors, le cinéma adore faire ça, parce que c'est très spectaculaire, et quelque part, ça correspond à une certaine réalité, c'est que face à l'adversité, les individus peuvent se montrer altruistes. Pour le coup, bah tiens, on en revient à ce qu'on disait sur l'altruisme, lorsqu'il n'est pas imposé, mais lorsqu'il s'impose de lui-même, quelque part, hein. Des fois, on est obligé d'être altruiste parce que notre propre survie en dépend, d'une certaine manière. Moi, j'avais été frappé un hiver, j'habite à Montpellier, et il neige très peu à Montpellier, et un hiver, il avait particulièrement neigé, et je m'étais retrouvé bloqué, et je voyais des élans de solidarité de personnes qui aidaient des vieilles dames à marcher pour ne pas glisser, des voitures à repartir en les poussant, des choses comme ça, des élans de solidarité, alors même que à Montpellier, il n'en faut pas beaucoup pour que les transports s'arrêtent. Il y avait un peu de neige, tous les transports s'étaient arrêtés, la ville était bloquée, quoi, tu vois. C'était un genre de mini-confinement avant l'heure. Et j'ai été surpris et rassuré de voir qu'à ce moment-là, il y avait un grand élan de solidarité. Donc, il y avait un ennemi commun qui était la neige, hein, l'hostilité de la nature, et puis des êtres humains qui se rassemblent et qui s'unissent. Et du coup, au cinéma, ça va être les extraterrestres, ça va être les dragons, ça va être les méchants, ça va être le dictateur, ça va être tout ce que tu veux, qui va, à un moment donné, venir tester la solidarité. C'est ce qu'a très bien mis en scène Squid Game en montrant les limites de la solidarité, notamment dans la saison 2 et dans la saison 3. C'est-à-dire que celui qui veut initier la solidarité, c'est celui qui se fait dégager. Parce que qui dit solidarité dit devoir compter sur les autres. Qui dit devoir compter sur les autres dit faire confiance. Qui dit faire confiance dit possibilité qu'on trahisse ma confiance et que je me fasse avoir. Donc dans le doute, je préfère être celui qui trahit plutôt que d'être le naïf qui va croire que les autres vont jouer le jeu jusqu'à la fin. Et j'aime pas employer l'expression la nature humaine est ce qu'elle est. C'est une expression, je trouve, un peu toute faite, qui veut pas dire grand-chose. Mais j'ai peur que dans le lot, il y en ait quand même un ou deux qui attendent le dernier moment. Je ne crois pas. En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont indécrotablement égoïstes, irrationnels et animés par ce que les philosophes grecs de l'Antiquité appelaient l'hubris. C'est-à-dire la démesure. Mais à la limite, peu importe le terme, hein, je veux pas faire comment on appelle ça, le pédant. On peut appeler ça l'ego. Et l'ego, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui résiste face à la sagesse. C'est ce qui résiste face à la vertu. C'est ce qui résiste face à la raison. Tu sais, l'ego, c'est ce qui nous pousse à être de mauvaise foi, y compris quand tout le monde a compris qu'on était de mauvaise foi. Même nous. L'ego, c'est ce qui nous pousse à nier la réalité alors qu'on a été pris en flagrant délit. C'est ça l'ego. C'est irrationnel. C'est l'incapacité à accepter, justement. Eh ben, tant qu'il y aura de l'ego sur Terre, il y aura possiblement quelqu'un qui, par son comportement, fera en sorte que notre espèce s'éteigne. C'est un incroyable mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'attends vos commentaires et vos questions. Je les lirai avec attention. Les découvreurs, je vous rappelle, c'est tous les dimanches à 18h30 YouTube et toutes les plateformes de podcast. Charles Robin, merci beaucoup. Merci à toi.